Chapitre 2. Pour commencer, décida Kira, il valait mieux faire semblant de ne rien savoir. Elle retournerait donc à l'emplacement du Cote où elle avait vécu avec sa mère et s'attaquerait à sa reconstruction. Peut-être le simple fait de la voir à l'œuvre aurait-il un effet dissuasif sur les femmes qui espéraient la chasser. Appuyée sur son bâton, elle se fraya un chemin à travers la population dense du village. Ici et là, quelques personnes lui adressèrent un petit signe de tête pour montrer qu'elles l'avaient vue, mais ce fut tout. Elles étaient toutes très affairées et prises par leur travail quotidien. En outre, les hommes habilités n'étaient pas tellement dans leurs habitudes. Elle aperçut le frère de sa mère. Avec l'aide de son fils, Dan, il travaillait dans le jardin voisin du Cote où il avait vécu avec Solora et leur minot. Pendant que sa femme approchait de son terme, accouchait et mourait, les mauvaises herbes avaient poussé n'importe comment. Puis, tandis qu'il était assis dans le champ à veiller Solora et le bébé mort, les jours avaient succédé aux jours et les mauvaises herbes avaient continué à se multiplier dans le jardin à l'abandon. Les rames autour desquelles grimpaient les haricots s'étaient effondrées et il était occupé à les redresser, de la colère plein les yeux. Dan essayait en vain de l'aider. Quant au plus jeune des minots, une fille du nom de Mar, elle jouait dans la gadoue, assise au bout du jardin. Kira ne perdait rien de la scène. Elle vit l'homme tancer vertement son fils parce qu'il ne tenait pas la rame droite avant de lui allonger une méchante claque sur l'épaule. Kira passa devant eux. Elle plantait fermement son bâton dans le sol à chacun de ses pas et se préparait à répondre à leur salut. Mais la petite fille qui jouait dans la gadoue se contenta de geindre et de cracher. Elle s'était amusée à manger des cailloux comme le font les tout-petits et s'était retrouvée la bouche remplie d'un sable nauséabond. Dan, le petit garçon, jeta bien un coup d'œil à Kira, mais il ne lui adressa aucun salut, aucun signe de reconnaissance, comme s'il était encore craintivement courbé sous la dure main du père. Quant à celui-ci, le seul et unique frère de sa mère, il ne leva même pas les yeux de son ouvrage. Kira soupira. Au moins lui, il avait de l'aide, mais en ce qui la concernait, à supposer qu'on lui permît de rester, elle serait condamnée à tout faire elle-même, à bâtir, jardiner, etc. Sauf si elle parvenait à embaucher Matt et quelques-uns de ses camarades. Mais était-ce possible? Son estomac grondait, et elle réalisa à quel point elle avait faim. Elle dépassa une rangée de petits cotes à la sortie du tournant et s'approcha de son propre terrain pour y n'y retrouver que le noir tas de cendres qui avait été sa maison. Il ne restait rien de leur petit ménage. Mais elle était contente de voir que le jardin était toujours là. Les fleurs de sa mère étaient encore dans tout leur éclat et les légumes du début de l'été mûrissaient au soleil. Pour l'instant, au moins, elle aurait de quoi manger. Était-ce bien sûr? Comme elle regardait autour d'elle, Kira vit une femme sortir comme un trait du bosquet voisin, lui lancer un coup d'œil, puis, toute honte bue, se mettre à arracher les carottes du potager qu'elle avait entretenu avec sa mère. « Arrête! Elles sont à moi !» cria Kira en se déplaçant aussi vite que lui permettait sa jambe contrefaite. Avec un grand rire méprisant, la femme s'éloigna d'un pas tranquille, des carottes terreuses plein les mains. Kira courut à son potager, du moins à ce qui en restait. Elle posa par terre sa gourde remplie d'eau, arracha quelques tubercules, les nettoya et commença à manger. Sa mère et elle, qui n'avaient plus de chasseurs dans leur famille, ne mangeaient jamais de viande, sauf très occasionnellement quand il leur arrivait d'attraper un petit animal dans l'enceinte du village. Elles ne pouvaient évidemment pas aller chasser dans la forêt comme les hommes, mais le poisson de la rivière, abondant et facile à attraper, suffisait à leurs besoins. Toutefois, les légumes restaient la base de l'alimentation. Elle avait de la chance, elle en était consciente, que le jardin n'ait pas été entièrement mis à sac pendant ces 4 journées dans le champ. Sa faim apaisée, elle s'assit pour reposer sa jambe. Elle regarda autour d'elle et repéra, à la lisière de son terrain, près des cendres, un tas de jeunes arbres ébranchés. On eût dit que quelqu'un s'apprêtait à l'aider à rebâtir le Cote. Mais la jeune fille n'était pas si naïve. Elle se leva et, pour voir, tenta d'extraire du tas un des jeunes arbres souples et minces. À l'instant même, Vandara surgit de la friche voisine où, comprit Kira, elle avait dû se tenir à l'affût. Kira ignorait où la femme habitait. Elle ignorait qui était son homme et ses minots, car Vandara n'habitait pas dans les parages. Mais elle était très connue au village. Les gens baissaient la voix quand ils parlaient d'elle. Elle était connue
et respectée, ou crainte. La femme était grande et bien découplée, avec de longs cheveux emmêlés, vaguement rejetés en arrière et attachés sur la nuque par un lien de cuir. Elle avait une façon de planter ses yeux dans les vôtres qui aurait réduit à néant n'importe quel calme. La hideuse cicatrice qu'elle portait au menton et au cou, et qui courait jusqu'à sa large épaule, était, disait-on, la trace d'une lutte jadis avec une bête sauvage de la forêt. Personne n'avait jamais survécu à de pareils coups de griffe, et la cicatrice rappelait à chacun la vigueur et le courage de Vandara, mais aussi sa mauvaiseté foncière. En effet, elle avait été attaquée et déchirée par une bête en essayant de lui voler un de ses petits dans sa tanière. C'est du moins ce que racontaient les minots en chuchotant. Ce jour-là, dressée contre Kyra, elle se préparait une fois de plus à détruire un jeune être. À la différence de la bête sauvage de la forêt, Kyra ne pouvait se battre avec ses griffes. Elle se cramponna donc à sa canne de bois et s'efforça de regarder sa rivale bien en face, sans laisser paraître la moindre crainte. « Je suis venue reconstruire mon cote, dit-elle. Ton terrain terminé, il est à moi maintenant. Ces jeunes arbres sont à moi. C'est entendu, accorda Kyra. Je couperai les miens, mais je rebâtirai mon cote sur ce terrain. Bien avant ma naissance, il appartenait déjà à mon père. Quand il est mort, ma mère en a hérité. Maintenant qu'elle est morte, elle aussi, il est à moi. D'autres femmes surgirent des côtes alentour. Nous en avons besoin, lança l'une d'elles. Les jeunes arbres vont servir à construire un enclos pour les minots. C'est Vandara qui a eu l'idée. Kyra regarda la femme qui tenait brutalement un tout petit par le bras. C'est sans doute une bonne idée, répliqua-t-elle, si vous voulez parquer vos petits, mais pas sur ce terrain-ci. Vous pouvez construire vos enclos ailleurs. Elle vit alors Vandara se pencher et ramasser une pierre de la taille d'un petit poing de minot. « On veut pas de toi ici, dit la femme. Tu fais plus partie du village. Tu vaux rien avec cette jambe que t'as. Ta mère t'a toujours protégée, mais elle est plus là à présent. Faut que tu partes aussi. Pourquoi t'es pas restée dans le champ ?» Kyra se vit brusquement entourée d'une nuée de femmes hostiles sorties de leur cabane. Elles étaient toutes aux ordres de Vandara. Plusieurs d'entre elles observa la jeune fille, tenaient des pierres dans leurs mains. Qu'une seule pierre fut jetée et d'autres suivraient. Kyra le savait. Les femmes guettaient toutes la première pierre. Qu'aurait fait ma mère à ma place ? Se demandait-elle anxieusement. Elle essaya d'invoquer l'esprit de sa mère, du moins la père qui vivait désormais en elle, pour qu'il lui donne un peu de sagesse. Et mon père qui n'a jamais su que j'étais née, qu'aurait-il fait ? Son esprit vit aussi en moi. Alors, Kyra, redressant les épaules, se mit à parler. Elle affermit sa voix et s'arrangea pour rencontrer le regard de chacune des femmes, tour à tour. Quelques-unes baissèrent les yeux pour les fixer sur le sol. C'était une bonne chose. Cela voulait dire qu'elles étaient faibles. « Vous n'ignorez pas qu'en cas de grave conflit, susceptible de provoquer mort d'homme, nous devons nous présenter devant le conseil des seigneurs, » rappela Kyra. Elle entendit quelques murmures d'assentiment. La main de Vandara serrait toujours la pierre, et ses épaules étaient rigides. Elle se préparait à la lancer. Kyra essaya de croiser son regard, mais elle était en train de convaincre les autres femmes de lui apporter leur soutien. Elle faisait appel non à leur sympathie, sachant bien qu'elle n'en avait aucune, mais à leur crainte. Rappelez-vous la loi. Si le conseil des seigneurs n'est pas saisi du conflit et s'il y a mort d'homme... Elle entendit un murmure, puis une femme qui répétait d'une voix hésitante et pleine d'appréhension le début du texte de loi. S'il y a mort d'homme... Kyra ne disait rien. Elle attendait. Elle s'était redressée de toute sa taille et se tenait aussi droite que possible. Alors une voix se fit entendre au sein du groupe. « Le responsable de cette mort doit mourir, » conclut la voix. « Oui, le responsable de cette mort doit mourir » répétèrent d'autres voix comme en écho. Une à une, les femmes lâchèrent leurs pierres. Toutes, elles refusaient d'avoir une mort sur la conscience. Kyra commença à se détendre un peu. Attendit. Observa. À la fin, il ne restait plus que Vandara avec une arme à la main. Elle lui décochait de regards furieux et la menaçait, arrondissant le coude comme si elle allait lancer la pierre. Mais elle finit par la lâcher, elle aussi, après avoir fait mine de la jeter dans la direction de Kyra.
Alors je la ferai comparaître devant le conseil des seigneurs, annonça Vandara aux femmes. Je suis disposée à être son accusatrice. Laissez-les la chasser eux-mêmes. Elle eut un rire dur. Inutile de gaspiller une vie pour nous débarrasser d'elle. Demain, avant le coucher de soleil, ce terrain nous appartiendra et elle ne sera plus là. Elle sera dans le champ à la merci des bêtes sauvages. Les femmes jetèrent tous un coup d'œil dans la direction de la forêt, toutes, d'ailleurs. Maintenant criblées d'ombre, c'était le lieu où guettaient les bêtes. Kira s'obligea à ne pas regarder dans la même direction. Vandara flattait de la main, celle-là même qui avait tenu la pierre, sa cicatrice. Elle eut un sourire cruel. Voir son propre sang couler sur le sol, je sais ce que c'est. Mais j'ai survécu, rappela-t-elle à toutes les femmes. J'ai survécu grâce à ma force. Demain, à la nuit tombée, quand elle sentira des griffes plantées dans sa gorge, alors cette calamiteuse de bisyllabes regrettera de ne pas être morte de maladie près de sa mère. Les femmes acquiescèrent d'un signe de tête, puis, tournant le dos à Kira, s'enfurent. Le soleil était bas dans le ciel. Elles allaient maintenant vaquer aux tâches du soir et préparer le retour des hommes qui réclameraient de quoi manger, du feu et des bandages pour leurs blessures. Une des femmes était sur le point d'accoucher. Peut-être la naissance aurait-elle lieu cette nuit, et les autres femmes resteraient-elles à son côté pour étouffer ses cris et évaluer la vigueur du nouveau-né. D'autres s'accoupleraient et procréeraient de nouveaux êtres, de nouveaux chasseurs destinés à remplacer les anciens, morts de vieillesse, de maladie ou bien de leurs blessures, et à assurer l'avenir du village. Kira n'avait aucune idée de ce que le conseil des seigneurs allait décider. Elle savait seulement une chose, quel que fût son destin, rester ou partir, rebâtir le cotte sur le terrain de sa mère, ou entrer dans le champ et braver les bêtes sauvages qui guettent dans la forêt, elle devrait l'affronter seule. Épuisée, elle s'assit sur la terre mêlée de cendres pour attendre la nuit. Elle étendit la main pour attraper un morceau de bois à sa portée, le tourna et retourna entre ses mains pour voir s'il était solide et bien droit. À supposer qu'on lui permît de rester, il lui faudrait, pour reconstruire son cotte, quelques solides morceaux de bois dur. Elle irait chez le Martin, le bûcheron. C'était un ami de sa mère. Elle pourrait faire du troc avec lui proposer, par exemple, de décorer un morceau de tissu pour sa femme, en échange de petites poutres dont elle avait besoin. Pour son futur travail, avec lequel elle pensait pouvoir gagner sa vie, elle aurait besoin également de morceaux de bois, plus petits mais tout aussi droits. Celui-ci était trop souple, il ne conviendrait pas. Elle le laissa tomber à terre. Le lendemain, si le conseil des seigneurs se prononçait en sa faveur, elle chercherait ce qu'il lui fallait exactement. Des petits morceaux de bois très lisses qu'elle pourrait ajuster au coin, car elle projetait déjà de fabriquer un nouveau métier à broder. Kira avait toujours été très adroite de ses mains. Quand elle était encore enfant, sa mère lui avait appris à tenir une aiguille, à la tirer dans l'étoffe et à créer des motifs avec des fils de couleur. Mais tout récemment, d'une manière presque fulgurante, son habileté aux travaux d'aiguille était devenue plus qu'un simple talent. Non seulement elle avait assimilé à la perfection l'enseignement de sa mère, mais encore elle l'avait dépassé dans une incroyable explosion de créativité. Désormais, sans qu'on le lui ait appris, sans même qu'elle se soit exercée, sans hésitation aucune, ses doigts savaient comment jouer avec les fils spéciaux, comment tordre, entrelacer et piquer pour créer de riches dessins d'ornements où la couleur éclatait. Elle n'avait toujours pas compris comment ce mystérieux savoir lui était venu. Mais il était là, au bout de ses doigts qui tremblaient légèrement dans leur hâte fébrile à commencer. Si, du moins, on lui donnait l'autorisation de rester.